Bonjour à tout le monde. Je vois avec plaisir qu'on est quand même beaucoup. Actuellement, on est déjà 43 participants. Voilà, je me présente, je m'appelle Laurence Évrard, je travaille pour le RBDH. Pour ceux qui ne connaissent pas, le RBDH, c'est un rassemblement d'une cinquantaine d'associations bruxelloises qui travaillent autour du logement et qui militent pour un logement abordable et décent pour tous. On remplit plusieurs missions, on fait des échanges de bonnes pratiques et de réflexions sur l'habitat et le logement à Bruxelles, on fait de la sensibilisation, du lobbying politique en effectuant entre autres des études et des analyses, on organise des formations pour les travailleurs sociaux, toujours en lien avec le logement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le premier événement qu'on fait comme ceci en ligne pour le salon Habitools. Alors, qu'est-ce que c'est Habitools? Habitools, en fait, la première fois a été créé un salon Habitools en 2006 pour que les travailleurs sociaux puissent échanger des outils de sensibilisation au logement. Dans le but, voilà, parce que tous les travailleurs sociaux ne savaient pas ce que les autres associations faisaient. Donc, il y a eu un salon en 2006 et ensuite, il y a eu un autre salon en 2016. Nous voulions organiser le salon en mai 2020. Malheureusement, avec toute la crise du coronavirus qu'on a connue, on a dû reporter. Et normalement, il aurait dû avoir lieu aujourd'hui, mais nous avons de nouveau encore dû reporter. Et il aura donc lieu normalement, si tout se passe bien, le 27 mai prochain. Donc, pour vous laisser, pour pas commencer à annuler de nouveau cette date que vous aviez bloquée, on a décidé de faire un événement en ligne et on a sollicité Didac Ressources de Marseille qui vient nous présenter deux outils, donc le Todipoli et le Punezo. Et je vais leur laisser la parole. Alors, pour information, on enregistre cette vidéo. Comme ça, ce sera publié sur notre page Facebook ultérieurement et que vous pouvez le revoir. Tout ce qui est questions-réponses, vous pouvez les indiquer dans le chat et on sélectionnera les questions qui reviennent régulièrement pour répondre à quelques-unes maintenant. Et celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on y répondra en commentaire sur la page Facebook, sous la publication. Donc maintenant, je laisse la parole à Sophie Etienne de Didac Ressources et Fatih, je ne sais plus ton nom de famille, de Didac Ressources également. Voilà, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Oui, je suis Sophie Etienne, donc déléguée générale et fondatrice de Didac Ressources. Fatih Bouara, je suis bénévole et trésorier de l'association. Voilà, alors l'idée c'est de vous présenter en vraiment 2 mots notre association. On a un document pour vous présenter les différentes choses parce qu'ensuite on va vous parler du Todipoli de Marseille et puis du Punezo. Et je crois que si vous avez des questions, si vous voulez bien les mettre dans le chat. Alors, je vais faire un partage d'écran. Désolée. Partage d'écran pour le coup. J'arrive. Ah oui, ça se cache en dessous. Ça se cache en dessous du truc. J'ai un tout petit souci, c'est qu'à chaque fois que je dois descendre, voilà, ça coince. Voilà. Est-ce que là, vous voyez suffisamment? Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? On n'a plus de retour. On vous entend bien. D'accord, ok. Et je pousse ça de là. Voilà, c'est un petit peu technique. Donc, Didac Ressources, c'est une association qu'on a fondée en 2015. Au tout départ, c'était sur l'enseignement du français pour les adultes migrants. Et puis, on élargit nos activités autour de la lutte contre toute forme de discrimination et pour le partage de savoirs multiples d'ailleurs. Et dans ce cadre, on travaille avec tous les publics sans distinction, donc c'est vraiment ouvert à différents publics.
On a 3 axes d'action principaux. Créer des outils de formation et notamment des outils ludopédagogiques qui nous servent de support pour faire de l'éducation populaire. Là, on va vous présenter 2 outils qui ont été réalisés par rapport à la thématique du jour, donc par rapport au logement. Par ailleurs, au partage des ressources, jusqu'à présent, on le faisait sur notre site internet Didac Ressources parce qu'on n'avait pas de lieu attribué. Désormais, on a un lieu à Marseille, au pied des escaliers de la gare, donc, qui est partagé avec une autre association, Éclore. C'est un tiers-lieu qui s'appelle Massalia Vox, qui va bientôt ouvrir en fonction des avancées du confinement et du Covid. Et puis, notre dernier axe, c'est la formation de formateurs, formation de travailleurs sociaux également, sur les questions qui nous tiennent à cœur, donc autour de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Voilà, je vais laisser la parole à Fatih, qui va lui vous présenter, qui est peut-être présenté je vous présente un petit peu par rapport au logement. Je suis actuellement pré-retraité, mais juste avant le début de ma pré-retraite, j'étais directeur régional de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ce qui explique pourquoi la question du logement a aussi intégré fortement et impacté notre association. Il se trouve que le 5 novembre à Marseille, ça a été un cataclysme tel sur la question du logement qu'il était important de repartir de ce moment-là. Le 5 novembre à Marseille, 2 immeubles s'écroulent et dans ces immeubles, 8 personnes sont relevées des décombres, mortes. Et ça a fait un effet complètement énorme sur la ville, mais aussi sur la région. Et visiblement, l'information a même été reportée sur le plan international parce qu'on avait des journalistes de tous les pays. Dans la ville, les choses remontaient un petit peu parce que Marseille, pour bien préciser, c'est la dernière grande ville de France qui n'a pas eu son centre-ville rénové, qui n'a pas eu la gentrification des grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux et même Lille maintenant. C'est la dernière grande ville qui était encore dans un état de délabrement énorme, puisque pendant 50 ans, les élus de cette ville n'ont toujours pensé qu'à une chose, plutôt que de bien loger les gens qui étaient sur place, c'était d'abord de se tourner vers ceux qui pourraient la modifier et souhaiter que des classes moyennes supérieures viennent s'installer dans la ville, et aucun des noyaux villageois ou des cités n'ont été vraiment entretenus. À partir de ce phénomène-là, il y a eu depuis de repérer plus de 4500 immeubles qui présentent des risques de péril imminent ou péril chronique. 454 immeubles dans la ville, représentant plusieurs milliers de personnes, ont dû être évacués et les gens ont été mis à l'hôtel. Ça a été une opération assez dingue dans cette ville. Plus de 4000 personnes se sont retrouvées dans les hôtels de la ville pendant près d'1 an. Donc, voilà la situation marseillaise. En même temps, les Marseillais se sont mobilisés. Et il y a eu des manifestations assez extraordinaires. Moi qui a travaillé pendant plus de 40 ans sur les questions du logement et sur les questions de l'habitat, je n'avais jamais vu des manifestations rassemblant autant de monde à Marseille, pratiquement 6 ou 7 manifestations dans lesquelles il y avait au bas mot 10 000 personnes, et celle du 10 décembre, qui a été un peu un point d'orgue, avait rassemblé 30 000 manifestants quasiment. Et c'est une manifestation où toutes les catégories de Marseillais étaient présentes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est quand même posé la question de savoir qu'est-ce qui avait besoin de marquer, parce que cet événement a été un élément qui était un tournant, qui explique même le fait que le maire de Marseille a changé, qu'il y a eu une dynamique citoyenne dans la ville,
pratiquement pendant plus de 2 ans, qui a donné naissance à plusieurs mouvements, dont le mouvement du printemps marseillais, qui a été élu à la mairie aujourd'hui. Et ces manifestations, il se trouve que pendant cette manifestation, une des personnes qui était très affectée a crié très fort il va falloir qu'ils arrêtent de jouer au Monopoly avec nos vies. Et c'est de là qu'est née l'idée que la meilleure façon de toucher les personnes, c'était d'utiliser les références qu'ils connaissaient, et en particulier l'idée du Monopoly. Voilà pourquoi nous avons créé donc ce jeu, et qui d'ailleurs a eu une répercussion très importante, puisque la presse locale et aussi nationale s'est emparée de cette question. Donc on a eu pas mal de presse là-dessus. Le jeu se présente comme un Monopoly avec sa banque et ses lots à vendre. Mais en guise de rue à acheter, ce sont des noms qui apparaissent, des noms de logements insalubres et de taudis. Le jeu en 3 dimensions, machin. Tu me dois un loyer de 6 000 €. Le meublé est un placement extrêmement rentable. Les loueurs bénéficient d'importants cadeaux fiscaux pour abriter les plus exclus et vulnérables. Grand militant du mal logement à Marseille, Fatih Bouaroua est à l'initiative de ce taudis poli. Le but ici n'est pas vraiment de jouer, mais d'apprendre. Avant chaque achat, les joueurs ont l'obligation de s'informer sur le bien convoité à travers de nombreux articles de presse. J'ai fait le constat qu'en 20 ans, les journalistes ont couvert de manière quotidienne le scandale du mal logement à Marseille. Et quand on met bout à bout l'ensemble des articles d'une large partie de la presse, on s'aperçoit que ce qui s'est passé était prévisible. Hôtels meublés, copropriétés dégradées, bidonvilles, le jeu fait l'inventaire du mal logement. Et c'est intéressant de faire la part des choses sur justement les hôtels meublés. On ne croirait pas, mais il paraît que ça rapporte pas mal. C'est une des choses qui rapporte le plus. Voilà, même les bidonvilles, on n'aurait pas cru, mais ça rapporte de l'argent des gens. Voilà. Et on apprend beaucoup de choses. Le taudis poli précise bien une chose, toute ressemblance avec des événements ou des personnages est volontaire. Des cartes de collectivité. Donc voilà, là vous avez un reportage de la télé locale France 3 régionale, et ce jeu se présente sous cette forme. Ça ressemble étrangement au Monopoly. Et contrairement au Monopoly, nous, on parle à l'envers parce que l'idée, c'est pas de gagner énormément d'argent. Et pour ce faire, on a essayé de décomposer pratiquement le Monopoly à travers les différents types de mal logement dans la ville. Et pour ces types de mal logement, nous commençons bien entendu sur les bidonvilles et les campements. À Marseille, il y a pratiquement 1500 personnes, enfants, parents, personnes âgées qui vivent dans des bidonvilles tout autour de la ville et dans la ville. Et donc, il était important de retracer cette question parce qu'on croyait que dans cette ville, les bidonvilles avaient disparu, mais ils sont réapparus. Donc, voilà, ça c'est pour la première partie. Vous avez bien entendu les collectivités locales avec l'hôtel de ville. Les hôtels meublés garnis, parce qu'il en reste encore beaucoup, ces hôtels meublés qui sont en réalité des immeubles refuges pour les personnes les plus en difficulté, pour les SDF en début de mois quand ils reçoivent leur revenu minimum. Ensuite, nous avons un peu plus loin les organismes HLM insalubres, parce qu'il y en a. Il y a des logements qui présentent des problèmes de santé et de sécurité pour les personnes. Vous avez ce qu'on appelle, nous, à Marseille, les noyaux villageois, c'est-à-dire tous ces vieux villages, puisque Marseille est composé de 51 villages et des cités qui sont autour. Et dans ces villages, l'entretien est loin d'avoir été fait. La ville n'a visiblement pas investi, plus que dans les noyaux villageois, qu'ils soient au centre, au sud, au nord ou à l'est. Les centres posent des gros problèmes d'insalubrité dans cette ville. Ensuite, nous avons dans cette ville un certain nombre d'immeubles que la ville laisse se dégrader, qui sont propriétés publiques et qui se dégradent à des vitesses pas possibles. Et voilà, donc ensuite, vous avez
là où nous avons eu des effondrements. Donc ça, c'est vraiment le centre-ville. Et donc, vous avez la fameuse rue d'Aubagne, là, deux fois, parce qu'il se trouve que le 29 rue d'Aubagne, qui est là, il y a quelques années à peine, à l'intérieur d'un immeuble s'était effondré et la personne qui était à l'intérieur dans les escaliers est morte également. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, nous, à Marseille, les grandes copropriétés dégradées. Nous en avons plusieurs dizaines, dont 8 très grandes, dans lesquelles les conditions de vue sont devenues effroyables. Et c'est d'ailleurs là où on retrouve tout un nombre de squats, de nouveaux arrivants dans la ville, parmi eux des sans-papiers qui ne savent où se loger. Donc voilà un petit peu comment se présente ce jeu. Et dans ce jeu, nous avons utilisé principalement des situations réelles qui se sont déroulées dans les 10 dernières années ou un peu plus, et pour lesquelles nous avons collecté des informations, des articles de journaux. Donc si j'appuie par exemple ici, vous avez un article de journal qui rappelle une situation. Bon, là, c'est un démantèlement d'un camp de Rome à Marseille. Et donc, vous avez la référence du journal chaque fois. Vous avez également quelquefois, en plus de l'article de presse, la possibilité d'avoir un lien. Ah, non, ce n'est pas dans celui-là que nous avons un lien, ce sera dans celui-là. Nous avons un lien également avec des... À Marseille, un camp de Roms est installé depuis 1 an dans le quartier de la Caplette, un camp et 400 personnes. Les habitants... Donc voilà, vous avez... Je vais arrêter le déclic pour jouer. Donc en général, on peut le déplacer. Donc si on va à l'hôtel de ville, vous avez également l'hôtel de ville. Et dans l'hôtel de ville, quand vous avez tombé dans l'hôtel de ville, vous pouvez aller prendre une carte collectivité. Et là, vous avez des cartes qui donnent des événements qui ont eu réellement lieu, des histoires réelles qui ont été reportées sur des petites cartes. Là, c'est des histoires d'adjoints qui donnent des informations à des personnes pour pouvoir acheter moins cher ou pour s'organiser. Donc, vous pouvez avoir aussi tombé sur des cases de chance, pareil. Et là, c'est... on n'a pas toujours la chance d'ailleurs, mais là, par exemple, c'est représailles à la plainte de vos locataires, etc. Donc, c'est juste pour expliquer que tout ça est bâti sur la base de faits réels. Et voilà, sur la base de faits réels. Et donc, quand on tombe dans des collectivités locales, il va falloir prendre les cartes qui vont avec. Donc, voilà comment se présente ce jeu. Ce jeu est un jeu d'information puisqu'il y a une revue de presse. Le guide qui est remis avec ce jeu, c'est pour chacune des cartes, chacune des adresses, il y a l'article de presse et quelquefois le lien vers une vidéo d'information. Il y a également des billets de banque qui sont des billets de banque à l'effigie des monuments de Marseille. Voilà un petit peu comment se présente ce jeu. C'est un jeu qui a eu un gros écho puisqu'il a été, bien que vendu uniquement par l'association, il a déjà été vendu à plusieurs centaines d'exemplaires à travers toute la France et je crois même que nous en avons eu dans d'autres pays. Voilà ce qu'on peut dire du jeu lui-même. Et ce jeu a également inspiré une autre réalisation qui accompagne ce jeu, puisque nous avons à Marseille un festival qui est le Festival international de la caricature et du dessin de presse, qui a lieu chaque année dans le quartier de l'Estac à Marseille. Et les artistes qui viennent, ils viennent à peu près de tous les pays, ont accepté cette année-là de nous faire également cette année encore, mais pour autre chose, un album de caricature sur le logement est un droit, l'autodie est un crime. On va peut-être passer, voilà, vous montrer peut-être voilà, donc voilà, là vous avez le maire avec les effondrements à partir de ses dents. Voilà, donc on va passer peut-être plus vite. Avec la flèche. Voilà. Pardon.
pour la dernière réalisation. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut raconter sur ce jeu. C'est un jeu qui est utilisé aujourd'hui, notamment dans les écoles de formation pour assistantes sociales ou éducateurs ou animateurs, qui permet de présenter les situations et parler de ce qu'est l'insalubrité, le péril, d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue d'organisation des populations en action collective. Voilà pour le Todipoli. Voilà, donc si on peut enchaîner, s'il n'y a pas de... On pourra faire les questions, etc. Peut-être on regarde les chats, s'il y a des urgences, ça clignote. Non? Est-ce qu'on continue et on verra ensuite peut-être toutes les questions. Donc, le punaiseau, donc ça c'est une autre question en lien avec le logement, c'est-à-dire qu'en France, à Marseille, il y a vraiment, et dans le monde, mais c'est vrai que nous, on a été particulièrement touchés. Il y a eu vraiment une invasion de punaises de lit. D'ailleurs, au début de l'année, il y a le ministère chargé de la ville et du logement qui a signé un accord avec les syndicats qui sont chargés, les entreprises qui sont chargées des insectisations. Et depuis le 21 février, il y a déjà eu une augmentation des interventions de 76%. Et il y a vraiment énormément de problèmes dans les immeubles. Donc, nous, petit engagement de Didac Ressources, on a répondu à travers notre groupe de recherche, action, formation, le GRAF, sous forme de proposition d'outils qui doit être à la fois un outil de formation, mais c'est aussi un outil qui se joue d'ailleurs très bien tout seul, même en dehors de cette problématique-là. Donc, on a fait un premier prototype en mars 2020 pendant le confinement. On s'est confiné et on a travaillé à cette question pour proposer un prototype qui ensuite a été expérimenté. Donc, il a été expérimenté auprès de plusieurs structures, notamment auprès des collectifs punaises de lit à Marseille. Il existe un collectif donc, qui rejoint plusieurs... Dont on fait partie. Dont on fait partie et qui regroupe pas mal d'associations. Des associations d'habitants, donc dans les immeubles des quartiers nord notamment, et dans les immeubles des quartiers est aussi, qui sont les plus infestés. Et on a pu, par exemple, faire une expérimentation donc avec des personnes concernées. On a fait aussi des expérimentations avec des spécialistes, notamment Jean-Michel Béranger, qui est entomologiste et qui travaille au CHU de la Timone, donc au centre hospitalier universitaire de la Timone, et qui travaille vraiment sur ces questions. Il a beaucoup apprécié le jeu, il nous demande de pouvoir l'utiliser dans le cadre des formations qu'il mène. On l'a expérimenté avec d'autres structures, avec des habitants, des jeunes, des vieux, des personnes scolarisées, des personnes non scolarisées, ce qui nous a permis de le modifier, de l'adapter en fonction de tout ce qu'on a pu constater, des demandes qui ont été faites par les habitants, en termes notamment d'accessibilité et de compréhension. Donc, on a un jeu relativement simple. Le principe du jeu, donc le but, c'est de se débarrasser de ces punaises de lit et des œufs qui vont avec. Et c'est un outil de prévention. En cela il se veut pédagogique. Il explique un petit peu comment ça fonctionne, comment vivent les punaises, comment est-ce qu'elles se multiplient, et quels sont les systèmes pour pouvoir s'en débarrasser. Donc, le principe, c'est qu'à chaque tour qui correspond finalement à peu près à une journée, à chaque cycle, les punaises font des œufs, les œufs se transforment en punaises et c'est forcément exponentiel. Donc, pour se débarrasser de ces punaises, on a 3 types de cartes. On a les armes, les sabotages et les cartes spéciales.
Donc, voici des exemples d'armes. Par exemple, on a le piège à colle qui va tuer 4 punaises, le congélateur qui va en tuer 3. On a essayé de garder les véritables proportions des actions qui permettent de tuer les punaises. Donc, le jeu sera constitué donc, de 54 cartes, il y a 120 pions qui sont recto-verso, puisqu'il y a la transformation en œuf et ensuite en punaise, et accompagné d'un guide. Dans le guide d'explication, on a plus d'informations. Par exemple, si on met le linge au congélateur, qu'est-ce qui se passe? En dessous de 16 degrés, la punaise va entrer en état de léthargie. Si on descend encore un peu, elle meurt à moins 30 degrés. Donc, c'est un exemple d'utilisation d'une des armes. Donc, on a beaucoup de cartes armes. Ensuite, on a des cartes sabotage. Par exemple, j'ai un t-shirt, gentiment, je le passe à un autre joueur. Donc, je me débarrasse des 2 punaises qui étaient dessus et l'autre joueur se prend 2 punaises. Donc, c'est aussi l'idée de sensibiliser sur la manière dont on peut transmettre des punaises. On a aussi des matelas, etc. On a enfin les cartes spéciales. Alors là, par exemple, on a introduit la notion de culpabilité, la notion un peu psychologique, parce que l'impact des punaises de lit, ce n'est pas reconnu comme une maladie, comment on dit, c'est parce qu'elle n'est pas mortelle, simplement elle peut rendre complètement fou, L'animal n'infecte pas, donc ne donne pas de maladie, mais par contre, le problème, c'est les dépressions qui vont avec Voilà. et tous les problèmes psychologiques, voire psychiatriques que ça peut poser. Voilà, d'être piqué sans cesse. Et donc, il y a aussi, par exemple, cette carte, la culpabilité. On dit à quelqu'un, tiens, je pense que c'est toi qui m'as refilé des punaises de lit. Donc, la personne sera incapable de pouvoir réagir pendant un tour. Elle ne va pas pouvoir utiliser d'armes ni de sabotage. Il y a aussi, par exemple, la notion financière. C'est-à-dire que le plus impactant sur les punaises de lit comme arme, c'est le spécialiste qui va venir plusieurs fois, mais qui va tuer toutes les punaises. Sauf que si on a la carte remboursement, on n'aura pas assez d'argent pour payer le spécialiste et donc on devra se contenter des plus petites cartes qui auront un moindre impact sur les punaises. Par ailleurs, le spécialiste, par exemple, va tuer également tous les prédateurs de punaises que peuvent être, par exemple, des araignées, des scorpions, pseudo-scorpions, les fourmis. Mais bon, en même temps, ce sont des animaux qu'on n'est pas censé avoir trop dans les maisons. Voilà. Donc, ça, c'était une présentation ultra rapide. On a en perspective, là, le jeu, on a fini les expérimentations et on est en train de commander les pièces pour pouvoir donc le publier. On va le publier en 1000 exemplaires. On doit donner la moitié pour des associations qui travaillent sur ces questions. Et puis l'autre moitié sera vendue. On a prévu de travailler aussi sur la question des formations à distance autour de ce jeu, en lien avec M. Béranger, par exemple, de réfléchir à faire des formations en grand groupe, de travailler sur l'utilisation de ce jeu pour les personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants. On travaille avec une association de malvoyants qui va adapter ce jeu pour qu'il soit jouable en même temps par des malvoyants et des voyants. La traduction dans d'autres langues. On veut aussi l'adapter peut-être en grand jeu pour les enfants dans les écoles. Et puis, on prévoit des extensions de ce jeu. On a pas mal d'idées là-dessus, notamment quand il s'agit d'une invasion qui touche un immeuble, et puis sur les questions législatives et aux propriétaires ou aux locataires de payer la désinfectation, désinsectisation.
Voilà. Et pour ce faire, nous avons reçu des aides quand même de l'Agence régionale de santé et puis de la Fondation Abbé Pierre pour ce travail. Alors, il n'y a pas la... Bon, à la fin, c'était pour vous laisser les coordonnées. Je vois que vous n'y sont pas. Je peux quand même mettre rapidement, mais il faut descendre tout en bas pour vous laisser nos coordonnées et ce sera moins... Voilà. Donc, vous avez tout sur le site didac-ressources.eu. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et voir avec vous les différents échanges. Donc, non, alors on partage. Voilà, on arrête le partage d'écran.